Et si la véritable avancée technologique n'était pas là où tout le monde regarde? Starlink est présenté partout comme une révolution, une rupture majeure dans la connectivité Internet, presque comme si Elon Musk et ses équipes avaient réinventé la physique. Mais la réalité est plus nuancée. En fait, Starlink exploite des technologies connues, éprouvées depuis des décennies. Le génie d'Elon Musk ne réside pas dans l'invention d'une nouvelle science, mais dans la capacité à combiner, à assembler intelligemment des briques existantes, à injecter des milliards de dollars, à industrialiser et à orchestrer ces éléments à une échelle jamais vue auparavant. C'est là que se trouve la prouesse réelle de Starlink. Réussir à grande échelle ce que d'autres avaient à peine esquissé sur le papier ou réalisé à très petite échelle, et démontrer au monde que l'industrialisation, la standardisation, l'optimisation logistique sont parfois plus puissantes que l'innovation pure. Et pendant que tous les regards sont tournés vers Starlink et ses exploits, la Russie prépare, dans l'ombre, sa riposte avec le projet Razvet. Mais attention, il ne s'agit ni d'une simple copie, ni d'un rattrapage technologique à la va-vite. Razvet ambitionne d'aller plus loin en proposant une architecture et une stratégie radicalement différentes. Alors, Starlink, vraie révolution ou triomphe de l'industrialisation à l'américaine? Et la Russie, outsider condamné à rester dans l'ombre ou nouveau leader potentiel de l'Internet mondial? Ici, ce n'est pas uniquement une question de vitesse de connexion ou de débit vertigineux. Il s'agit de souveraineté technologique, de sécurité nationale, d'indépendance numérique. Pour comprendre les enjeux, il faut revenir aux racines mêmes de ces technologies et à l'essor fulgurant de Starlink. Plongeons dans les coulisses techniques de Starlink. On parle souvent de révolution, mais l'histoire se révèle bien plus complexe et nuancée. Dès 1998, le projet Iridium reliait déjà le monde entier via une flotte de satellites en orbite basse. C'était un concept comparable à celui de Starlink, même s'il était limité par la technologie de l'époque, le coût et la demande. Les antennes à réseau phasé, ces fameuses phased arrays, capables de diriger un faisceau sans bouger mécaniquement, existent depuis les années 50. Elles étaient d'abord réservées à l'armée, puis se sont lentement démocratisées dans le secteur civil. Starlink n'a pas réinventé ce principe, mais il a su proposer une version compacte, abordable et accessible pour le grand public, là où la base technologique existait depuis plus de 60 ans déjà. Autre brique fondatrice, la communication laser entre satellites. Dès les années 80 et 90, les agences spatiales comme la NASA ou l'ESA testaient déjà ce principe, même si l'échelle restait très modeste, limitée par la puissance des lasers et les capacités d'alignement. Quant aux protocoles de communication, ils sont majoritairement adaptés de standards terrestres éprouvés, utilisant des bandes de fréquences comme la Q ou la K, elles-mêmes connues depuis des décennies. La vraie nouveauté de Starlink, ce n'est donc pas l'invention, c'est l'industrialisation massive. SpaceX a repris les méthodes de l'automobile et de l'électronique grand public pour standardiser la production de centaines puis de milliers de satellites strictement identiques, produits en ligne, testés, assemblés, lancés par grappes entières. Grâce à l'optimisation de la logistique et la baisse spectaculaire des coûts, une méga-constellation autrefois jugée utopique devient enfin viable. Des concepts comme Télédésic ou Skybridge, pensés dès les années 90, n'avaient jamais vu le jour, faute de moyens techniques et financiers. Oublier ses racines, c'est passer à côté du vrai génie de Starlink. Non pas d'avoir inventé la roue, mais d'avoir su industrialiser ces briques technologiques à un niveau inédit et de les rendre accessibles à un public mondial. Mais si tout cela existait déjà en germe, pourquoi Starlink a-t-il réussi aujourd'hui et sur quoi la Russie mise-t-elle avec Razvet? L'innovation, bien souvent, n'est pas tant une question de rupture technologique qu'une affaire de méthode, de contexte et de maturité industrielle. Le succès de Starlink repose sur la baisse drastique des coûts, rendue possible par une production quasi-industrielle, financée par d'énormes investissements privés et publics. La miniaturisation des composants électroniques, leur démocratisation, la puissance logicielle de gestion et de coordination en temps réel de milliers de satellites, tous ces facteurs étaient nécessaires pour que le rêve devienne réalité au XXIe siècle.
Mais alors que tous les acteurs occidentaux se sont rués sur les orbites basses, à environ 500 km d'altitude, idéal pour limiter les coûts de lancement et maximiser la rapidité de transmission, la Russie fait un choix radicalement différent avec Razvet. Les orbites basses sont aujourd'hui saturées par des constellations américaines et européennes. Razvet vise plus haut, autour de 800 km d'altitude. Pourquoi ce choix? À cette altitude, chaque satellite couvre une zone au sol beaucoup plus vaste, ce qui signifie qu'il en faut moins pour obtenir une couverture globale. On parle de 300 à 500 satellites, bien plus performants et puissants que les 4000 ou bientôt 10 000 de Starlink. C'est un pari risqué, moins de satellites, mais une performance supérieure exigée de chacun. Trop ambitieux ou visionnaire? Est-ce la voie de l'avenir ou une erreur de calcul? Mal dosé, ce pari peut entraîner un retard technologique, une explosion des coûts ou des difficultés de maintenance. Mais si Razvet parvient à tenir ses promesses, il pourrait démontrer qu'on peut rivaliser avec Starlink sans copier servilement son modèle. Mais alors, qu'est-ce qui distingue Razvet dans ses choix technologiques et sa stratégie d'intégration? Voyons cela plus en détail. Le vrai risque, paradoxalement, est peut-être russe. En misant sur Razvet, la Russie parie sur une flotte réduite de satellites, mais sur une qualité, une puissance et une intégration supérieure à tout ce qui existe. Face à plus de 10 000 satellites Starlink déjà lancés ou en préparation, Razvet prévoit 300 à 500 appareils placés à 800 km, capables de couvrir une surface bien plus grande à chaque passage. Moins d'engins à fabriquer, à lancer, à gérer, mais chaque satellite doit supporter beaucoup plus de connexions simultanées et être d'une fiabilité à toute épreuve. Les ingénieurs russes misent dès le départ sur la communication laser intersatellite. Les satellites s'échangent les données directement, à très haut débit, sans passer systématiquement par des stations au sol. Starlink atteint déjà 9000 liaisons laser, jusqu'à 200 gigabits par seconde par lien, pour un total de 42 pétabits de données transférées par jour. Razvet vise, dès le lancement, 10 gigabits par seconde par laser, avec l'objectif d'atteindre progressivement 1 à 3 terabits par seconde, afin de compenser le nombre réduit de satellites et la charge de données accrue. Autre choix audacieux, l'intégration native de la 5G NTN. Les premiers tests réalisés en 2024 permettent déjà à certains smartphones et objets connectés de se relier directement aux satellites, sans terminal dédié intermédiaire. Pour l'instant, un terminal de 15 kg est encore nécessaire, plus lourd qu'un terminal Starlink, mais il atteint 1 gigabit par seconde avec une latence d'environ 70 millisecondes, ce qui est comparable à Starlink malgré l'orbite plus haute. Imaginez dans quelques années la possibilité d'accéder à Internet partout, même en pleine mer ou au cœur de la Sibérie, avec une simple antenne compacte. Côté budget, Razvet est estimé à 450 milliards de roubles d'ici 2030, soit environ 5 milliards d'euros, avec une forte dépendance aux lanceurs Soyouz et aux infrastructures russes. 10 lancements réussis seraient nécessaires pour assurer une couverture globale. Le défi est immense. Il faut rattraper 8 ans de retard sur Starlink, industrialiser des technologies complexes, former des équipes et maintenir une cadence de production et de lancement soutenue. Si ce pari échoue, la souveraineté numérique et la crédibilité stratégique de la Russie sont en jeu. Quelles leçons tirer de cette nouvelle bataille de l'espace? Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus seulement la prouesse technique ou le nombre de satellites dans le ciel. Starlink a gagné en misant sur la quantité et la baisse radicale des coûts. Plus de 10 000 satellites lancés à un rythme industriel, des appareils légers, nombreux, remplaçables. Razvet, lui, joue une carte différente. Une architecture réduite, des satellites puissants, des orbites plus hautes. Ce choix permet une couverture mondiale avec moins d'appareils, mais exige des technologies d'intégration et de gestion beaucoup plus sophistiquées. Ce n'est pas simplement une question commerciale ou de conquête de parts de marché. Pour la Russie, Razvet est un enjeu stratégique vital. Garantir un accès souverain à l'infrastructure Internet, sans dépendance à des services étrangers. Les récentes restrictions imposées à Starlink en Russie l'ont bien montré. Qui contrôle le réseau, contrôle l'information, et donc la sécurité nationale,
la stabilité politique, la capacité d'agir en temps de crise. Razvet, c'est aussi une réponse militaire et géopolitique à la domination numérique américaine. L'industrie mondiale en tire une leçon majeure. Il ne suffit plus d'innover dans la technologie pure. Il faut savoir intégrer, industrialiser et s'adapter aux contraintes modernes, qu'elles soient politiques, économiques ou écologiques. Razvet mise sur la 5G NTN, permettant à nos appareils de se connecter directement aux satellites, sans relais au sol, ouvrant la voie à une connectivité universelle, même dans les zones les plus isolées. Mais attention, la rapidité d'exécution reste cruciale. Les retards, dans ce secteur, coûtent très cher, que ce soit en couverture, en souveraineté, en opportunités économiques ou en crédibilité stratégique. Pour les États, le risque est de perdre leur autonomie numérique, de se retrouver dépendants de solutions étrangères, parfois hostiles. Pour les utilisateurs, c'est l'accès rapide, fiable et universel à Internet qui est en jeu. Starlink ou Razvet. Ce choix, loin d'être anodin, ne fait que commencer et déterminera la forme du web de demain. La prochaine révolution spatiale vous concerne directement, même si elle se joue loin des projecteurs, dans l'ombre d'une course technologique où chaque décision façonne notre accès à l'information, à l'éducation, à la culture, à l'économie mondiale. Starlink n'est pas une invention surgie de nulle part, mais un assemblage efficace de technologies éprouvées, industrialisées à grande échelle. Mais la Russie, avec Razvet, ne se contente pas de copier. Elle propose une réponse différente, audacieuse, peut-être déterminante pour l'équilibre technologique mondial. Désormais, la question n'est plus seulement de connecter la planète, mais de savoir qui contrôle les clés du réseau. Derrière les promesses alléchantes de connexion rapide et universelle se cachent des enjeux cruciaux de souveraineté technologique, de sécurité nationale, de domination économique et même d'identité culturelle. Pour la Russie, développer sa propre constellation, c'est ne plus dépendre de systèmes étrangers, garantir des communications militaires et civiles autonomes, et éviter d'être coupé du monde par une décision lointaine, comme l'a montré l'exemple Starlink lors des crises récentes. La vraie question, c'est pour vous. Qui doit fixer les règles du jeu numérique? Qui aura le pouvoir, demain, de couper, d'accélérer, de filtrer votre accès à l'information? Est-ce aux géants de la tech américaine, aux États concurrents ou à chaque nation souveraine? Ignorer ces questions, c'est laisser d'autres décider à votre place, accepter que la rapidité d'accès, la protection de vos données, l'indépendance de votre pays ou même le prix de votre abonnement soient dictés sans votre voix. Alors, face à l'avance industrielle de Starlink et à la riposte ambitieuse de Razvet, que faut-il privilégier? La rapidité du déploiement, la qualité de l'intégration avec les réseaux terrestres, la robustesse de l'infrastructure ou l'audace d'une approche totalement inédite? Est-il réaliste de rattraper 8 ans de retard grâce à l'efficacité, à l'innovation, à la volonté politique, ou est-ce une course perdue d'avance qui ne fera que renforcer les écarts existants? Je vous invite à débattre dans les commentaires. Architecture technique, souveraineté, rapidité, modèle économique, impact sur nos vies, qu'est-ce qui comptera le plus pour vous demain? Car la révolution spatiale ne se décidera pas seulement dans les laboratoires, ni dans les bureaux d'études, mais aussi dans nos choix, nos exigences, notre capacité à défendre un Internet libre, sûr, équitable, au service de tous.